Bonjour à tous et surtout à toutes. Je profite de l'absence du croisé pour vous parler du film Prey qu'il a injustement insulté dans sa critique. Je tenais à remettre ce film à la place qu'il mérite. Il est largement mieux que ce film de bof masculiniste patriarcal nommé Predator, dont il n'arrête pas de me bassiner les oreilles du matin au soir. Prey remet enfin les pendules à l'heure et place la condition de la femme au niveau qu'elle se doit d'être placée depuis toujours. Oui, les femmes peuvent être aussi fortes que les hommes, voire plus. Ce sont d'ailleurs les femmes qui dirigent le monde, l'homme se contente juste de suivre la femme comme un toutou depuis la nuit des temps. De plus, une femme est tout à fait capable de se battre, et serait donc tout à fait capable de tuer un prédateur, même si elle pèse 50 kilos. Merci donc à Prey, qui est une icône de la révolte féminine. Il est temps d'arrêter de se taire. Il est temps d'annihiler toutes les œuvres patriarcales du passé, représentées par des montagnes de muscles sans cervelle. Vive la révolution féminine! Vive! Bon, à nous maintenant. Donc, je suis en 1987, parce que c'est ma chaîne, et je fais ce que je veux. À l'affiche, de mon côté, j'ai Arnold Schwarzenegger, dans Predator, que je vais pouvoir paisiblement visionner, en dégustant un savoureux popcorn délicieusement caramélisé et croquant, le tout avec l'océan confortablement ancré dans un siège rouge propre et moelleux, dans une salle de cinéma calme et silencieuse, pendant que vous, pataugeant dans votre époque post-apocalyptique, vous avez Timothée Chalamet dans Dune, qui je le rappelle date de 1984, merci Monsieur Lynch, que vous allez tenter de suivre dans une salle probablement délabrée, avec un popcorn sec et rance d'une semaine, votre visage caressé par la lueur bleutée du smartphone appartenant au décérébré notoire assis juste devant vous, incapable de focaliser son attention sur ce pourquoi il a déboursé la modique somme de 18 €, soit, comme j'aime le rappeler, environ 120 francs, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi là-bas. Oui, toi, qui es assis dans le fond avec une bouche en cul de poule, en train de prendre un selfie de Starlet raté, figure-toi que toi aussi tu peux revivre cette merveilleuse époque en envoyant FDP au 069 666, mais putain, qu'est-ce que je raconte, ça n'a aucun sens. Non, en réalité c'est vachement plus simple que ça, espèce de grosse victime que tu es, t'as besoin d'une seule chose, c'est ça. Et maintenant, je vais tâcher de t'expliquer pourquoi. Comme on l'a vu dans notre critique de Last Action Hero, que vous pouvez retrouver juste ici, John McTiernan est probablement le plus grand spécialiste du cinéma d'action, avec des monuments de la catégorie comme le premier et troisième volet des Die Hard, À la poursuite d'Octobre Rouge, Le 13e guerrier, et bien entendu celui qui nous intéresse aujourd'hui, Predator. Deuxième film de sa filmographie, vous pouvez oublier le premier qui s'appelle Nomade, et qui se rapproche fortement de ce que je démoule tous les matins. Ça parle de créatures démoniaques complètement grotesques, c'est mal filmé, mal joué, les musiques sont à chier, bref, tirez la chasse, et pensez à vous laver les mains. Predator est mon film préféré du réalisateur, toutes catégories confondues, je dirais même top 10, non 5. Oh puis non, hein, oh c'est le meilleur. J'aime pas tellement quand tu ris comme ça, papa. Ça me fait peur. Il l'est parce qu'il a fait naître une créature qui est devenue un véritable emblème au fil du temps, et elle s'est faite une place de choix dans le bestiaire de la pop culture, aux côtés du xénomorphe de Ridley Scott. Mais plus que ça, il l'est parce que, vous savez, cette petite odeur savoureuse qui se raréfie de plus en plus avec le temps, ce doux parfum qui réapparaît à chaque fois que vous appuyez sur le bouton lecture de votre télécommande, cette divine effluve d'80s, période paradisiaque, un âge où le mot toxique se prononçait viril, où les muscles saillants et huileux éclipsaient de leur volume les corps frêles et pâles de vos acteurs taillés dans du bois de cagette, où des gargantuesques symboles phalliques cracheurs de plomb remplaçaient les ridicules baguettes magiques qui lancent des sorts sur des fonds verts, des explosions véritables, qui laissaient une odeur de poudre et d'essence incrustée dans le sol des lieux de tournage des années après, et surtout, des grosses punchlines balancées par les héros, tout en dégommant des dizaines de figurants sous-payés, uniquement destinés à crever pour notre plus grand plaisir. Alors je pourrais revenir sur les trucs chiants concernant la production et le tournage, vous faire un cours sur l'historique et la genèse de Predator, vous dire que l'idée est venue d'une blague par rapport à Rocky, qui était à court d'adversaires et qui souhaitait combattre un extraterrestre, qui devait initialement s'intituler Hunter, qu'au début c'était Jean-Claude Van Damme dans le costume, et qui ne ressemblait pas du tout à ce qu'on connaît du Predator aujourd'hui, que Van Damme a fait un caca nerveux par rapport à la lourdeur et la chaleur du costume, ce qui fait qu'il a été viré pour être remplacé par Kevin Peter Hall, qu'il fallait un garde du corps en permanence avec l'acteur Sonny Van Damme pour protéger les autres acteurs de son tempérament violent, car on est tombé malade sur le tournage et a perdu 10 kilos. Mais honnêtement, ça a déjà été fait une centaine de fois sur YouTube, et on s'en rabat les couilles.
Et si, comme tout vrai fan que vous êtes, vous avez acheté le Blu-ray, vous avez les bonus et le making-of qui vous expliqueront la même chose, donc vous n'avez besoin ni de moi, ni de tous mes estimés collègues de YouTube, Pauvre con. pour vous copier-coller des anecdotes vieilles de 30 ans que tout le monde connaît par cœur. Ah, on me signale dans l'oreillette que je viens d'insulter 95% des youtubeurs ciné. Tu t'en fous, non? Absolument. Donc, trêve d'explications techniques, concrètement, qu'est-ce que ça donne ce Predator? Eh bien, nous tenons là ce qui est probablement le film le plus burné de l'histoire du cinéma, où il se place même devant 300, car il a quelque chose que cet excellent péplum n'a pas, l'esthétique suintante et dégoulinante de la jungle, avec un tournage qui s'est déroulé presque exclusivement en environnement naturel, dans des décors poisseux, humides, sombres et étouffants. Et oui, à l'époque, les acteurs et tout le staff du film se déplaçaient sur les lieux de tournage, et en chiaient vraiment dans une nature inconfortable, hostile, qui malmenait aussi le matériel. D'ailleurs, l'image du film de 1987 n'a rien à voir avec le Blu-ray dégueulasse remasterisé en 2013 qui supprimait le grain avec sa réduction du bruit, lissant la peau des acteurs, leur donnant un aspect masque de cire. Non, à cette époque, la pellicule n'était pas faite pour supporter la chaleur et l'humidité de la jungle du Mexique. Du coup, l'image arbore un visuel crade, avec du grain, il y a de l'imperfection technique, l'image est très sombre par moments, et c'est ce qui fait tout. On sent les déplacements de caméra dans ce bourbier, on sent la chaleur, on sent l'humidité qui détériore la pellicule, on sent l'authenticité. Là, nous n'avons pas des merdeuses de 50 kilos, hyper bien coiffées, maquillées tout le long, pour lesquelles on devine la pause café-pipi dans leur caravane climatisée entre chaque prise. Non, là, on a la rudesse des conditions, et c'est ça, bordel, qui nous immerge d'entrée de jeu. D'ailleurs, si vous avez un lecteur, je vous conseille fortement la version 4K du film. Ils ont rescanné la pellicule pour la recompresser, et ils ont remis du grain. Mais en plus, ils ont rajouté une énorme poussée de la définition, ce qui veut dire que même avec ce grain, les détails des visages sont incroyables. On voit les pores de la peau, les visages qui suintent, les détails de la barbe, et avec tout ça, ils ont ajusté l'exposition, ce qui redonne à la jungle son aspect sombre et étouffant. Je crois que ce 4K est une des meilleures remasterisations qu'il m'ait été donné de voir, une image au format 1.85/1 avec le HDR10 et une compression H265 du jamais vu. Un son DTS Master Audio 24 bits 48 kHz Du jamais entendu. et il méritait bien de retrouver ses lettres de noblesse. Merci Blu-ray 4K. Il démarre comme un film d'action traditionnel dans sa structure, traditionnel pour l'époque, hein. De nos jours, ce serait machiste, haineux, bourrin, limite responsable de l'Holocauste, du 11 septembre et de la disparition des dinosaures. On a donc notre équipe de gros bras, gavés de testostérone, qui débarque en hélicoptère sur le thème mythique d'Alan Silvestri. Alan Silvestri, au passage, Retour vers le futur, Abyss, La momie, Forrest Gump, tout ça quoi. Rien qu'en entendant les premières notes, on a envie de se barbouiller le visage avec de la peinture de commando, enfiler son treillis, son débardeur, accrocher sa Gatling sur le dos et monter dans un hélico de combat pour aller sulfater du guerrier roast indiscipliné. Schwarzy et Carl Weathers se font leur entrée en scène avec la réplique culte, enfin, l'une des répliques cultes du film, et une poignée de main qui s'apparente à une frappe nucléaire, poignée de main d'ailleurs qui réduirait n'importe lequel de mes détracteurs à l'état de mycose préhistorique, état dans lequel ils auraient dû probablement rester depuis le début de l'humanité, pour le bien-être de l'espèce. Pour le reste du casting, c'est du même acabit, hein, avec des mecs qui, après leur mission, seraient du genre à se rendre dans un bar pour descendre des galons de bière, tringler la serveuse et l'acheter après usage avec les lèvres encore fumantes et le poil tout collé. Après cette introduction, tout le monde se met en route sur le site de mission en hélicoptère, sur le morceau Long Tall Sally de Little Richard à fond les ballons. Là encore, on retrouve plus de virilisme dans cette unique scène que dans toutes les productions réunies des 10 dernières années. Ça chie du tabac, ça se rase à sec, ça crache, ça fait des blagues salaces de gros bourrins, on sent presque l'odeur du kérosène qui imprègne les narines, on est dans un monde dur avec des vrais hommes. Un endroit où même la plus badass d'Helen Ripley préférerait probablement retourner se planquer dans le Nostromo. Et pourtant, on ressent quand même une certaine inquiétude lorsqu'on découvre pour la première fois la jungle depuis l'hélicoptère, cette végétation dense à travers laquelle on ne distingue rien d'autre que du noir. L'image là aussi est sale, très sombre, on est loin des plans super clean et clairs des productions modernes qui n'inspirent absolument rien, ou du « Waouh, trop magnifique les paysages ! On s'en fout des paysages magnifiques, bordel !» Ici, ce qu'on veut, c'est un environnement oppressant. Pas besoin d'avoir des plans dignes de tableau. Ici, McTiernan prend bien soin de faire passer tout un tas de branches et de feuillages constamment au premier plan, accentuant cette impression de manque de visibilité pour le spectateur ainsi que pour les protagonistes. Avec cette méthode, la jungle devient le personnage principal du film, un allié de la créature qui l'aidera à se dissimuler tout en malmenant les personnages tout au long de leur progression. Alors oui, il y a quelques légères exagérations. Blaine par exemple, qui porte un minigun M134 à bout de bras comme si de rien n'était, sans compter qu'en réalité il est impossible de tirer sans la batterie branchée au merdier.
Dutch tire des flèches avec un arc improvisé qui traverse des troncs d'1,50 m de diamètre, mais encore une fois, on s'en caresse les balustrines. C'est ça qui nous mettait des étoiles plein les yeux à l'époque, il nous donnait envie de nous dépasser pour devenir un jour comme nos héros, ça nous vendait du rêve, contrairement aux indiennes qui font du yo-yo avec leur tomahawk. Par la suite, notre équipe nettoie tout un camp de guerreros à eux tout seuls, ça explose dans tous les sens, les baffes pleuvent par milliers, scène qui au passage a été parfaitement représentée dans le film Hot Shots 2, quand il flingue des centaines de mecs avec le compteur de nombre de victimes et que ça marque égalité avec Robocop, Total Recall, et record du film le plus sanglant, on est carrément dedans là, mais en mode sérieux, avec les mecs qui repartent tranquillement, laissant derrière eux un amas de corps, de cendres et de baraques en flammes. Cette scène est toujours jubilatoire pour moi aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle me fait du bien. D'ailleurs, si vous vous êtes réveillé le matin, que madame vous a rayé le casque, pour ensuite vous apercevoir que vous avez les pieds crades parce que le chat a chié sur le tapis de la salle de bain, et qu'en essayant de lui shooter la gueule pour venger l'affront, vous vous éclatez le petit orteil dans un coin de mur, ne paniquez pas et retrouvez votre calme avec les 10 minutes d'ultra-violence gratuite et décomplexée de cette scène. Cette première partie est surtout destinée à nous présenter cette équipe soudée et invincible, qui n'a peur de rien et que rien ne peut arrêter, mais voilà, à partir de là, le Predator radine ses mandibules, les chasseurs deviennent les chassés. Le spectateur découvre que la créature est quasi invisible, ce qui explique dans la première partie la demi-douzaine de plans où le réalisateur zoome intentionnellement sur des arbres pour nous montrer au final que des arbres. C'est du putain de génie de mise en scène d'ailleurs. Quel putain de film. Et c'est donc à partir de la mort paisible de Hawkins que le film se transforme en survival, dans lequel les protagonistes n'ont plus d'autre alternative que de fuir. Bon, 30 ans après la sortie du film, je vais vous épargner l'alerte au spoil, mais tous les mecs de l'équipe vont tous crever en fait, hormis Schwarzy bien évidemment. Et avant ça, on les aura tous vus sombrer petit à petit dans la paranoïa, se posant des questions sur la nature de ce qui les poursuit, ce qui nous offre LA fameuse scène qui ferait faire cacamou à Greta Thunberg. J'ai nommé l'annihilation par le feu d'un hectare de végétation, après avoir activé le cheat code munitions infinies pour déverser 10 tonnes de plomb sans se poser de questions, au moment où Mac aperçoit pour la première fois l'antagoniste. Cette scène... je disais... Non? C'est bon? En fait, je voulais juste dire qu'elle me faisait un bien fou. C'est tout. Et au passage, on avait fait une vidéo qui s'appelle « Le remède contre le wokisme », et cette scène est aussi un bon traitement en cas de rechute si vous commencez à faire pipi arc-en-ciel. De rien, ça aussi c'est gratuit. Et ce passage est nettement plus agressif et percutant en version originale, au niveau du sound design, comme tout le reste du film d'ailleurs. Donc Blaine, cratère dans le bide. Mac, quotient intellectuel embouilli sur la caméra. Dylan, fini la branlette. Et Méchoui. Billy. Ben, crie. Poncho, casse-toi, j'ai pas le temps. Et pour Anna, cours à la cuisine la plus proche. Va l'hélicoptère! C'est une histoire d'homme à partir de maintenant, parce que maintenant, le film entame sa dernière partie, et au passage, son avant-dernière ligne de texte, pour nous offrir un face-à-face ultime entre Dutch et le Predator. Donc pendant 20 minutes, tout sera narré par l'image, la dynamique change encore une fois, en nous montrant Arnold couvert de boue, et désormais invisible aux yeux du Predator, revenant à un mode de chasse préhistorique, préparant des pièges et son équipement avec de la crotte de koala séchée et 3 bambous, pour finalement accomplir ce qu'on attend tous depuis le début, foutre une énorme branlée au Predator, en essayant de rester en vie, et tant qu'à faire, venger la mort de toute son équipe. C'est d'ailleurs durant ce court cut de la préparation au combat, qu'on se rend compte que peut-être le Predator devrait faire preuve d'un peu d'humilité. Et enfin, quand tout est prêt, la déclaration de guerre retentit jusqu'aux oreilles du plus sourd des cannibales du Congo, en faisant vibrer les roubignoles de toute sa tribu. Oh merde, putain femme, quand tu regardes tes films de gonzesses, tu les ranges après, putain! Donc je disais, et enfin, quand tout est prêt, la déclaration de guerre retentit jusqu'aux oreilles du plus sourd des cannibales du Congo, en faisant vibrer les roubignoles de toute sa tribu. Et après une traque longue et laborieuse dans laquelle Dutch réussit tant bien que mal et petit à petit à affaiblir son adversaire, on nous dévoile enfin le vrai visage du monstre, qui n'est aujourd'hui plus une surprise pour personne, et aussi un trait de sa personnalité. Parce que si elle voulait, la créature de Stan Winston pourrait aisément envoyer le générique de fin en dissociant la tête d'Arnold de son tronc viril, mais non, parce que rappelez-vous,
On est à une époque où l'honneur existe toujours, même pour les créatures les plus belliqueuses de l'espace, et c'est parce qu'Arnold a offert un véritable challenge à son adversaire que ce dernier décide de se battre à armes égales, ou en tout cas presque égales. C'est encore une belle preuve du génie du réalisateur pour rendre encore plus menaçante sa créature, le fait de prendre le stéréotype des héros d'action des années Reagan, donc colossal, indestructible, invincible, invulnérable, inébranlable, immuable, inaltérable, basiquement tous les adjectifs de ce genre, et qui se fait malgré tout maraver sa petite gueule de simple Homo sapiens sapiens insignifiant, comme on ne l'avait encore jamais vu au cinéma jusqu'à ce film. Mais finalement, notre montagne de muscles, surprise, c'est aussi faire fonctionner ses deux hémisphères cérébraux, c'est par la ruse qu'il arrive à bout du Predator, qui après un court échange et le rire le plus diabolique de toute l'histoire du cinéma s'autodétruira, laissant derrière lui cendre et désolation. Et bien entendu Dutch qui miraculeusement survit à une détonation thermonucléaire. Voilà! Au passage, ça c'est l'état de Dutch, 120 kg de muscles, 18 litres de stéroïdes, un pragmar en poutrelle de 50, des tours de bras gros comme un pipeline russe, et une demi-vie de participation à l'annihilation des peuples ennemis de l'Amérique, quelques minutes après son combat. Ça c'est un Tipeee. Bref, on en a assez dit dans cette vidéo pour comprendre que, voilà quoi, il s'agit du film parmi les films, l'apothéose de l'action, l'esprit rutilant des années 80, représenté ici comme il ne le sera plus jamais, et même après vous avoir spoilé tout le film, le peu de profanes que vous êtes devrez le découvrir si ce n'est pas encore fait, parce que croyez-moi, après son visionnage, vous serez enfin devenus des hommes, Et vous pendrez comme des dinosaures. Regardez-moi. Ah oui, bien colle-toi ça au cul et Ramon. Voilà pour cette critique de Predator, qui au final est plus un hommage qu'autre chose. Likez, partagez, c'est le plus important bordel. Et je précise qu'aucune femme n'a été blessée pour le tournage de cet épisode, sauf leur amour-propre bien sûr, hein. Mais au moins, la maison est clean maintenant. Bon, maintenant tu arrêtes, et tu viens manger tout de suite. À la suite de l'écriture de cette vidéo, la femme de Nokir, décontenancée par le caractère misogyne des propos tenus, a été jugée et reconnue coupable de torture à l'égard de son mari en lui faisant passer l'aspirateur plus de 16 minutes consécutives. Elle écopera d'une peine de 15 ans d'emprisonnement ferme et d'une corvée de vaisselle à perpétuité.